Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment entrer dans l'univers des enfants atypiques? On va en parler avec l'invité de notre grand oral, Mélodie Kedadouche. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Pour 2 des 3 zones, l'actualité, c'est les vacances. Alors on rebondit là-dessus et on fera avec Amal un zoom sur les séjours linguistiques. L'heure de la récré, toujours avec Amal. Un professeur va vous expliquer comment il adapte ses cours avec l'un de ses élèves autistes. Et puis, on poussera, comme chaque semaine, la porte de l'infirmerie où nous attend notre chroniqueuse, la psy Sophie Marinopoulos, et elle-même va pousser la porte d'un lieu très particulier, parfois un peu effrayant, la chambre de l'adolescent. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. Il est un peu perché, Léo. Léo, il est là-haut et être là-haut, ça l'isole. Mais pourquoi est-il ainsi? Est-ce que cela le condamne à rester seul? Et puis surtout, quel regard les autres portent sur les enfants atypiques? Tel est le sujet de Léo là-haut, le premier livre de Mélodie Kedadouche, par ailleurs psychomotricienne. Ce livre vient de sortir dans la toute jeune et formidable maison On ne compte pas pour du beurre. Mélodie, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans la quotidienne de School TV. Léo, disais-je, Léo là-haut. Peut-être quelques mots sur ce Léo. Léo, il a des... Quand on le découvre, il a les oreilles qui bourdonnent, le nez qui pique à cause des odeurs, la lumière, la graisse. Qu'est-ce qui se passe? Léo, c'est un enfant qui est hypersensible, qui a des hypersensibilités sensorielles, notamment tactiles, auditives, et qui touche un petit peu tous ses sens. Et c'est aussi un enfant hypersensible d'un point de vue émotionnel. Et notamment la proximité des autres, la graisse. Exactement, la proximité des autres, la graisse. C'est un enfant qui... Dans le livre, je l'explique, est un enfant neuroatypique. Il trie ses aliments aussi? Il trie aussi ses aliments. Il a des particularités donc, au niveau de l'oralité, au niveau sensoriel oral. Il a des particularités un petit peu dans tous les sens, pour tous les sens. Et notamment là, moi je traite particulièrement de l'hypersensibilité qui touche les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Donc ça peut être des enfants... qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, exactement, dont vous êtes spécialiste en tant que psychomotricienne. Oui. Avant d'y venir, parce qu'évidemment, on va parler de tout ça, il ne comprend pas très bien le second degré aussi, si on lui fait une blague. Alors, pas forcément dans ce livre-là. Mais... As-tu perdu ta langue? Non, elle est dans ma bouche, quand même. Oui, alors il a surtout du mal à se présenter devant toute la classe. C'est ça. C'est surtout ça qui est difficile. C'est son premier jour de rentrée, il doit se présenter devant tous les enfants de sa classe. Et pour lui... on lui dit « tu as perdu ta langue », il n'arrive pas à parler, il est complètement mutique. Et il va essayer de s'en sortir. Et il se fait une copine ou un copain. Exactement. Qu'il chevauche sur la couverture du livre, c'est Panthère. Exactement, Panthère qui est un chat que je décris comme un chat sauvage. Ce chat, il va l'aider à rentrer dans son monde imaginaire. Et à partir de ce monde imaginaire, ça va lui permettre de s'en sortir dans la réalité plus tard. Et honte à moi, je n'ai pas cité le nom d'Adam Rosier. Adam Rosier. Adam, pardon, Rosier. L'illustrateur. Grâce à qui aussi le livre existe. Oui, exactement. Grâce à lui, le livre existe. C'est venu un petit peu de lui, où il a proposé à la maison d'édition qui s'appelle On ne compte pas pour du beurre d'être illustrateur. La maison d'édition leur a proposé aussi. Et là, il a dit, je veux travailler avec Mélodie. Parce que vous-même, vous aviez envie de faire un livre là-dessus. Je disais, vous êtes psychomotricienne. Vous êtes spécialiste de ces TSA, ces troubles du spectre de l'autisme. Et c'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle de Léo. Pourquoi ça vous manquait un livre? Pourquoi vous aviez besoin d'un livre dans votre pratique? Oui, alors ce qui manque, ce ne sont pas forcément les livres qui traitent du sujet du trouble du spectre de l'autisme, ça il y en a plein. Ce qui manque, c'est de visibiliser des enfants neuroatypiques, TSA ou autres, sans forcément chercher à expliquer d'un point de vue médical, santé, en décrivant avec beaucoup de descriptions de tous les symptômes. Là, c'est pas forcément ce que j'essaie de faire. C'est de les faire exister en fait, c'est ça? C'est de le faire exister à la première personne. Léo, il dit « je ». Il parle donc à la première personne du singulier et c'est pas une description de qu'est-ce que c'est que le TSA, qu'est-ce que c'est qu'un enfant neuroatypique, qu'est-ce que c'est qu'être hyper anxieux, hyper sensible. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans sa tête à lui, ce qui se passe. Je me suis du coup inspirée de à la fois mes patients TSA, mes patients TDAH, mes patients qui ont des troubles neurodéveloppementaux, mais aussi de mon enfance et mes sensibilités d'enfant. Voilà. D'enfant, voilà. Voilà. D'enfant, voilà. On va continuer à en parler dans quelques secondes. C'est l'heure, si vous voulez bien, de l'anti-sèche. On retrouve Amal Laoui et on reprend la discussion.
Et pour cette émission spéciale vacances, on s'intéresse aujourd'hui au séjour linguistique qui concerne beaucoup de... Et oui. Exactement, puisque chaque année, environ 130 000 jeunes Français de 10 à 18 ans partent à l'étranger pour des séjours linguistiques extrascolaires. C'est principalement durant l'été. Et ce chiffre atteint même 400 000 si on ajoute les voyages scolaires pédagogiques à l'étranger qui sont organisés par les écoles. Alors le séjour linguistique, on le sait, est le meilleur moyen de progresser en langue. Il permet l'immersion parmi les locaux. Et au-delà de ça, au-delà de l'apprentissage des langues, le séjour est bénéfique pour le développement personnel puisqu'il permet aussi de sortir de sa zone de confort et d'en apprendre davantage sur soi. Amal, question pratique, comment je choisis ce séjour? Alors les séjours linguistiques, vous le savez peut-être, ont un certain coût et pour éviter de se tromper, les parents peuvent consulter le site de l'Union nationale des organisations de séjours éducatifs linguistiques et de formation en langue. L'UNOSEL. Exactement, c'est un label qualité qui a été créé en 1978 qui fédère des organismes de séjours éducatifs autour de 4 valeurs, la confiance, l'éthique, la sérénité et l'éducation. Et l'UNOSEL, il a 3 missions principales. Donc, c'est de valoriser les séjours linguistiques, donc voyages scolaires et colonies de vacances auprès du grand public, institutions et pouvoirs publics, de faciliter le choix des personnes qui sont à la recherche d'un séjour éducatif en leur donnant accès à des organismes contrôlés et des conseils pratiques, et aussi de permettre aux organismes labellisés de se former, de s'informer et d'échanger. J'ai choisi mon séjour, que faire pour qu'il soit réussi? Alors, pour qu'il soit réussi, déjà, il faut s'assurer que son enfant est prêt à partir seul, sans ses parents. Un séjour linguistique ne peut être réussi que si le participant est volontaire et motivé. Il ne pourra progresser en langue que s'il a envie et que s'il participe activement. Il faut donc veiller à impliquer l'enfant dans votre démarche de recherche. Le choix du séjour doit se faire avec lui sans jamais le forcer. Voilà, on fixe aussi quelques objectifs, non, en termes de pratique linguistique? Oui, c'est ça. On se demande si on veut un séjour ludique, si on veut un professeur particulier, si on veut un séjour de type prépa ou un séjour durant lequel on va travailler. Ça existe aussi. En tout cas, le choix est très individuel. Il faut donc trouver le juste milieu entre l'utile et l'agréable. Et côté destination, il y a des modes en permanence. Oui, il y a des modes. Alors, les pays de langue anglaise, forcément, sont les plus prisés. Ce qui est logique, puisqu'on... Exactement, près de 40% des enfants partent en Grande-Bretagne, 13% aux États-Unis, 5% en Irlande, 16% en Australie, donc un peu plus loin, au Canada ou alors à Chypre, à Malte et en Nouvelle-Zélande. Et puis viennent donc l'Espagne et les pays hispanophones, l'Allemagne, l'Italie et enfin le Portugal. Muchas gracias, thank you very much. De nada. De nada. Vous avez fait un séjour linguistique, c'est ça? J'ai fait un séjour linguistique tardif. Trop tardif en Espagne. L'accent est parfait. C'est la seule chose que je sais dire. Merci beaucoup, Amal. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. On retrouve Mélodie Kedadouche, Grand Oral. Mélodie Kedadouche, invitée de ce Grand Oral. On parle avec elle de Léo là-haut, son premier livre édité pour la jeunesse et pour lequel elle s'est inspirée, disait-elle, de ses propres souvenirs sensoriels et émotionnels à l'école d'une part et puis aussi de sa pratique auprès des enfants atypiques d'autre part. Vous l'avez écrit pour qui, ce livre? Alors, bon, quand je dis pour qui, je le remonte et je l'ai lu, on se dit que c'est pour les enfants. Mais est-ce que c'est vraiment que pour les enfants? Non. C'est un livre qui a été écrit pour les enfants, pour leurs parents. C'est un livre qui a été écrit pour des enfants neuroatypiques, TSA, mais aussi pour tous les autres enfants. Dans une classe, justement, quand on a un enfant neuroatypique, c'est bien de pouvoir le comprendre et du coup pouvoir lire ce genre de livre. C'est aussi un livre qui peut être à destination des professionnels de santé, mais aussi des professionnels qui travaillent autour de l'enfance. Donc c'est un livre que tout le monde peut lire. Dans la toute première partie de l'émission, vous disiez, vous avez prononcé ce mot de visibilité, oui. Avec cette idée qu'en fait, il faut accepter ces enfants avant même d'essayer de les comprendre, en fait, que finalement, c'est la phase qui manque, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de visibiliser cet enfant et pas forcément d'expliquer ses particularités en détail. C'est juste de visibiliser que ça peut exister. Vous avez choisi l'école comme théâtre des opérations, en tout cas du début, oui. Parce que c'est le lieu social par excellence? Oui, exactement. L'école, pour moi, c'est le lieu social pour un enfant par excellence. C'est le lieu dans lequel il va faire ses premiers apprentissages sans ses parents. C'est le lieu où il va sociabiliser avec d'autres enfants et ça va lui apprendre à sociabiliser dans sa vie d'adulte plus tard. TSA, trouble du spectre de l'autisme. Qui dit spectre
et qu'il y a une grande variété de situations. On citait d'ailleurs, là encore au début de l'émission, plein d'indices qui peuvent être révélateurs d'un TSA chez Léo. Oui. Mais est-ce qu'on peut souffrir de TSA et ne pas être diagnostiqué, ne pas être identifié? Les gens autour de soi vont juste dire cet enfant est bizarre. Oui, aujourd'hui, il y a des TSA, des personnes avec le trouble du spectre de l'autisme qui ne sont pas diagnostiquées tout à fait. Ça peut être compensé par notamment d'autres compétences et ça peut passer inaperçu. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave que ça passe inaperçu? Il faudrait demander aux personnes qui sont directement concernées. Ouais. Maintenant, je ne pense pas que ce soit grave que ça passe inaperçu. Par contre, je pense que le fait... Je pensais plus à ce que je ne soit pas pris en charge. Ah voilà, c'est ça. Oui, pardon, ma question était mal formulée. Oui, voilà, que ça grave non, mais que ça passe inaperçu. Effectivement, la prise en charge, elle est de plus en plus tardive si c'est pas pris en charge, si c'est pas diagnostiqué tôt. Concrètement, le travail, donc il y a tout un encadrement des enfants qui ont des TSA, oui. Et notamment médical, etc. Le travail qui se fait chez le psychomotricien ou la psychomotricienne, oui. C'est quoi? Alors, dans le trouble du spectre de l'autisme, le psychomotricien, la psychomotricienne va travailler sur la sensorialité, notamment les hypersensibilités, les hyposensibilités, qui sont très retrouvées dans le TSA. On travaille aussi sur tout ce qui va être psychocorporel, donc la motricité fine, la motricité globale, la connaissance corporelle. Là, ça rejoint un petit peu la sensorialité et la proprioception. Et donc concrètement, on fait des exercices guidés, ouais. Concrètement, on peut mettre en place des protocoles sensoriels qui permettent de désensibiliser l'enfant, en tout cas de l'habituer au niveau sensoriel. On peut mettre en place des protocoles que les parents peuvent reprendre à la maison. On fait ses devoirs, quoi. On fait ses devoirs, c'est ça, les parents ont des devoirs à faire. Et ensuite, en prise en charge, on fait comme une rééducation, comme vous pouvez retrouver en orthophonie ou en kinésithérapie, qui va être... ou une thérapie qui va être basée sur les objectifs qu'on va travailler avec l'enfant. Dans l'expérience que vous en avez, qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui dans la prise en charge de ces enfants? Dans la prise en charge des enfants? Ouais, ou dans leur accompagnement? Déjà, effectivement, le diagnostic, il est de plus en plus précoce et ça, c'est bien. Il faut qu'il le soit, je pense. Il faut diagnostiquer ces enfants de plus en plus tôt pour qu'on puisse les prendre en charge de plus en plus tôt et de mieux en mieux, puisqu'on le sait, quand plus l'enfant est jeune et plus il a une plasticité on se donne de chances cérébrale. Et c'est ça, la fameuse plasticité exactement, qui lui permet de refaire des connexions dans le bon sens. De faire des connexions plus rapidement que si on prend le suivi plus tard. C'est essentiellement ça, en jeune. Oui. Mélodie Kedadouche, Léo Lao aux éditions On ne compte pas pour du beurre, Adam Rosier à l'illustration. On va prendre une petite récré, parce que nous on prend des récrés dans la quotidienne de School TV. On se retrouve juste après. Amal Laoui. Dans laquelle on ne change pas vraiment de sujet. Amal, avec un professeur qui nous explique comment il adapte ses cours à un élève atteint d'autisme, c'est ça? Oui, c'est un professeur d'EPS, ça se passe sur TikTok et il nous explique sa méthodologie de travail avec un enfant atteint d'autisme. Regardez. Storytime de prof très récente. Dans les différentes classes que j'ai en natation, il y a un enfant qui est atteint d'autisme. Il a besoin de beaucoup d'attention, d'exprimer son ressenti envers les professeurs. En gros, en natation, c'est toujours « je sais pas, monsieur Jérémy, j'arrive pas, monsieur Jérémy, j'ai réussi, regarde ». Et même quand j'explique un exercice à toute la classe, il parle pour exprimer son ressenti. La situation fait que j'ai toute une classe d'enfants de 6 ans et je ne peux pas me concentrer uniquement sur un élève. Du coup, j'ai trouvé une petite astuce, je vous explique. J'ai posé cette petite capsule à la fin de la longueur. L'élève finit son exercice, prend la capsule, parle du côté jaune en disant son ressenti. Ça a été dur, s'il est encore froid ou autre. Puis il l'amène près de moi, évidemment je l'ai entendu, je prends le côté rouge et je fais genre que j'écoute. Donc tu as du mal avec les bras et tu as un petit peu froid dans l'eau. Et à partir de là, je l'écoute, je le corrige et je lui montre de l'attention. Et ça me permet d'avoir en vue tous mes élèves sans pour autant me concentrer tout le temps sur le même. Et je n'oublie pas de le féliciter pour son effort, comme je féliciterais n'importe quel élève qui a effectué un effort. C'est tout pour moi. On parlait de la question de l'accompagnement, de la prise en charge des enfants qui ont des TSA, des troubles du spectre de l'autisme. Tout le monde n'est pas formé à cela. Et ce prof de PS, il a dû se bricoler ses propres réponses finalement. Oui, pour travailler avec un enfant autiste, il faut appliquer donc des méthodes éducatives en fonction de son handicap. Alors le site Info Autisme Service donne des conseils pour aider les parents, les professionnels spécialisés et les enseignants à accompagner un enfant autiste. Alors ils peuvent appliquer l'une de ces 3 méthodes, la méthode ABA, la méthode Denver et la méthode Teach. Elles permettent la mise en place d'un programme adapté à l'apprentissage dans un cadre
cadre structuré. Et là, ce professeur, il a choisi TEACH, qui est un acronyme pour Treatment and Education of Autistic... Bon, vous allez le faire. Non, je l'ai mis pour vous. Ah ouais, d'accord. Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Exactement, en français, traitement et éducation des enfants autistes ou atteints de troubles de la communication associée, également nommé éducation structurée. C'est un programme universitaire d'État qui a été développé dans les années 70 en Caroline du Nord. Alors la méthode TEACH fait partie de la prise en charge éducative précoce des enfants autistes. Cet accompagnement peut aussi s'appliquer tout au long de leur vie, même à l'âge adulte. Alors ce programme éducatif individualisé peut être mis en place à domicile chez un professionnel spécialisé dans la prise en charge de l'autisme à l'école. Et ça consiste en quoi concrètement ? Alors en classe ou à la maison, eh bien, la méthode est la même. Enseignants et parents proposent à leurs élèves ou à leurs enfants autistes une meilleure compréhension de leur environnement en fonction de leurs troubles, en travaillant sur la structuration de l'espace et du temps, sur les interactions sociales, donc c'est ce dont vous nous parliez tout à l'heure, et les comportements répétitifs spécifiques à chaque enfant autiste. Le programme accorde une importance spécifique au support et aux repères visuels. Repères visuels, on peut lire des livres par exemple. Ouais, par exemple. On peut lire les Haut-là-haut par exemple. Je vous voyais hocher la tête, Mélodie. Oui, vous la connaissez bien cette méthode. Elle est recommandée, je le signale, par la Haute Autorité de Santé. Je le précise aussi parce qu'il y a beaucoup de débats sur la prise en charge et sur les différentes méthodes. Donc celle-ci est... Oui. Voilà. Les 3 méthodes que vous avez citées d'ailleurs sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. C'est des bonnes méthodes. Tout à fait. Merci beaucoup, Amal. On va continuer à parler du sujet avec Léo Lao et surtout avec Mélodie Kedadouche, suite du Grand Oral. Haute Autorité de Santé qui estime qu'il y aurait environ 100 000 personnes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes au total qui ont un trouble du spectre de l'autisme, des troubles qui concerneraient par ailleurs 7 500 naissances chaque année. Ils sont le quotidien professionnel de Mélodie Kedadouche, auteure jeunesse depuis peu et psychomotricienne depuis pas si longtemps que ça d'ailleurs. Revenons quand même 2 minutes sur cette histoire inspirée par des souvenirs d'enfance, c'est vous qui le dites, d'hypersensibilité. Vous avez souffert de tout ça quand vous étiez à l'école Alors effectivement, je ne suis pas diagnostiquée du spectre de l'autisme. Et par contre, j'ai des souvenirs d'enfance où j'étais une enfant plutôt inhibée, plutôt timide, avec une certaine anxiété à l'école. Et donc j'ai pu m'inspirer à la fois de mon métier de psychomotricienne, d'ailleurs c'est pas pour rien que je l'ai fait, et de mes souvenirs d'enfance, d'enfant timide et inhibé. Voilà. Vous l'avez fait pourquoi ce métier ? Pour aider l'enfant que vous aviez été ou pour... Vous me demandez pour la psychanalyse, moi je fais ça. Peut-être que j'ai fait ça pour aider l'enfant que j'ai été. Je pense que c'est surtout pour aider les enfants, les autres enfants. Ouais. Les enfants que j'observe et les enfants que je vois, auxquels je suis sensible. Livre néanmoins, alors que vous êtes spécialiste, que vous avez fait relire à un expert, je crois, ou une experte. Oui, je l'ai fait relire. Il y a 2 lecteurs, un lecteur, une lectrice sensible, notamment un enfant de 6 ans qui a un trouble du spectre de l'autisme. Quelle a été sa réaction ? Alors, sa réaction a été surtout décrite par les parents. On lui a fait lire plusieurs fois. Il a adoré, je crois, d'après ce qu'il a dit, il a adoré le début du livre qui parle des troubles sensoriels et des hypersensibilités, où il s'est reconnu, notamment dans l'odeur du café et l'odeur de la colle, qui dérange Léo, et il m'a dit que lui aussi, ça lui faisait le même effet. Bien vu alors. C'est un livre qui a été publié, je le disais, par une toute jeune maison d'édition, On ne compte pas pour du beurre, qui a une raison d'être qui est de lutter contre les discriminations. On peut dire que ça a été créé par votre sœur. Oui, tout à fait. Dont on va donner le prénom. Elsa Kedadouche. Elsa Kedadouche. Et il y a quelques ouvrages qui sont sortis. C'est quoi alors le projet de On ne compte pas pour du beurre ? Alors, On ne compte pas pour du beurre, c'est une maison d'édition qui a pour objectif de visibiliser toutes les familles, tous les enfants, sans forcément chercher à expliquer. Notamment, quand je parle de toutes les familles homoparentales. Ça a été le premier livre, ça, je crois. Voilà, c'est ça. Il y en a eu 2 avec 2 mamans. Il y a un livre avec 2 mamans, un livre avec 2 papas et une maman. Les familles aussi, les enfants. Il y a un livre qui traite d'un enfant trans, une petite fille trans, un enfant qui est amoureux, une petite fille qui est amoureuse d'une autre petite fille. Voilà, c'est visibiliser un petit peu tous les enfants et toutes les familles. Et là encore, sans forcément problématiser, sans au fond stigmatiser en mettant dans un ghetto, en disant attention, Exactement. Il faut... C'est sans ça. forcément chercher. Si c'est normal, c'est normal, quoi. Ce que nous disait d'ailleurs Frédéric Zeytoun, qui est parolier et chanteur et comédien et chroniqueur télé, qui est en situation de handicap lui-même, et qui disait voilà, au fond, c'est le jour où on n'en parle plus, je me porte mieux, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de banaliser.
L'idée, c'est de banaliser. Le point commun donc, entre Léo et les autres personnages du même éditeur, c'est cette forme d'atypisme. Il y a quand même beaucoup qui est lié au regard qu'on porte sur la différence. C'est ça, au fond, que vous voulez dire. C'est que si on change le regard sur la différence, on a fait une partie du chemin. Exactement. Banaliser, c'est ça, c'est pas forcément voir qu'il y a une différence et en fait ne plus utiliser le mot différence pour parler d'un enfant neuroatypique ou d'un enfant trans ou d'une famille homoparentale notamment. Ça vous donne des envies d'autres livres, celui-ci ? Oui, pourquoi pas. Vous pouvez parler à votre sœur, hein, Oui. c'est une affaire de famille. Mais en l'espèce, le projet était antérieur à la création de la maison, je crois, puisque ça faisait longtemps que vous aviez envie d'écrire cette histoire. Léo, là-haut, c'est très sensible, c'est très poétique, et il a cette façon de qui, moi, m'a parlé, comme ça, à un moment donné, de se choisir un détail, puis de s'embarquer avec une sorte d'ami imaginaire et de finalement de sauver son intimité. C'est un peu ça, et son intégrité. Exactement. Ouais. Oui. Chouette. En tout cas, c'est un très, très, très joli livre, Léo, là-haut, aux éditions de Compte pas pour du beurre, mélodique et d'Adouche. Les dessins sont d'Adam Rosier. On va maintenant, si vous le voulez bien, nous, on a une infirmerie. Alors, c'est pas un cabinet de psychomotricienne, mais enfin, pas loin, puisqu'on y retrouve notre psy, Sophie Marino-Poulos. Et elle a poussé une autre porte. Nous, on pousse celle de l'infirmier. Elle a poussé la porte de la chambre de l'adolescent. Univers mystérieux, s'il en est, Sophie Marino-Poulos. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de la chambre. Alors soyons clairs, aucun parent ne vient consulter pour parler de la chambre de ses enfants. Mais aucune consultation n'évoque pas ce thème. Systématiquement, à un moment de la discussion, la question de la chambre arrive dans les échanges avec les parents. Et c'est l'occasion de redire que l'espace, c'est un équivalent psychique. C'est que la chambre, c'est pas simplement 4 murs. La chambre, c'est l'intimité de ce jeune enfant qui devient un adolescent. C'est quelque chose qui tient, c'est quelque chose qui le protège et c'est quelque chose qui le contient. Donc la chambre, c'est un refuge et c'est un endroit où, à une période de la vie où tout vacille, parce que le corps n'est jamais le même. Les mouvements d'humeur ne sont jamais les mêmes. Les désirs sont sans arrêt en train de se transformer. Et bien quand l'adolescent rentre dans sa chambre, il retrouve une atmosphère qui lui est propre et dans laquelle il se sent entier. C'est la raison aussi pour laquelle ce refuge est un peu, on pourrait presque dire, comme un nid, mais un nid psychique. Vous voyez, une espèce de forme contenante qui lui permet de tenir bon pendant cette période de transformation. Donc les parents, quand ils évoquent la chambre, ils l'évoquent sous la plainte, parce que c'est une pièce où on ne peut plus aller, alors que jusque-là, il n'y avait absolument aucun problème pendant l'enfance de leur enfant. Qui plus est, ça surgit soudainement. Ça semble être un crime d'avoir pénétré à l'intérieur de cette pièce, alors que jusque-là, les enfants étaient ravis de voir leurs parents. Donc il y a cette soudaineté, bien entendu. Mais aussi, les adolescents ont le sentiment qu'ils ne sont pas respectés dans un espace qui, dorénavant, est à la fois eux, leur corps, leur transformation, la part qu'ils ne veulent pas révéler d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas simplement une pièce dans laquelle ils vont jouer, travailler, s'habiller, se changer, ça. Non, c'est une pièce qui vient signifier les transformations. C'est la raison pour laquelle les vêtements sont souvent en désordre, parce que ce corps qu'on connaît mal, qu'on comprend mal, qui se transforme, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on fait? On met des tas de peaux, de nouvelles peaux qui sont des peaux psychiques, ces vêtements que l'on essaye, finalement on ne le veut pas, on le laisse par terre, il y a du sale, il y a du propre. Et tout ça, bien entendu, ça fait l'adolescence. C'est une image de l'adolescence et ils n'aiment pas trop qu'on la voit. C'est la raison pour laquelle la chambre demande un certain nombre d'aménagements au sein de la famille. Et que les parents puissent avoir en tête que oui, c'est un peu difficile. Oui, tout d'un coup, leur enfant devient exigeant par l'entrée dans l'adolescence et qu'il va falloir qu'ils organisent une forme d'ajustement. S'ajuster aux besoins de l'enfant,
Ça ne veut pas dire renoncer à toutes les règles familiales et à toutes les valeurs familiales. Il peut y avoir des règles qui sont autour de l'hygiène, autour du sanitaire, et qu'il y a des choses que les parents ne veulent pas lâcher. Et ils ont tout à fait raison. Il n'est pas question de remettre en cause ce que le parent veut transmettre à son adolescent. C'est juste qu'ils prennent le temps d'y réfléchir, peut-être tout simplement, de nouvelles règles. Bien écoute, sache que tel jour je fais la lessive, je te demanderai de penser à mettre ton linge à temps pour qu'il puisse être lavé avec les autres vêtements de la famille. Voilà, plutôt que de rentrer dans la chambre, proposer que ce soit l'enfant qui amène. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On le sait très bien que les adolescents ont besoin d'un petit peu de temps pour aménager. Mais voilà, peut-être le mot juste, c'est s'ajuster, aménager ensemble et aussi avoir la patience de se dire que oui, c'est une période de chamboulement et pour l'adolescent et pour la famille. Faisons ensemble cette période si particulière et si délicate. S'ajuster, aménager ensemble, l'œuvre d'une vie que de s'occuper d'une chambre d'adolescent. Vous n'avez pas encore testé tous les deux, vous êtes trop jeunes. Je peux confirmer que c'est très important et remercier chaleureusement Sophie Marinopoulos d'avoir choisi de traiter ce sujet. Mélodie Kedadouche, merci beaucoup de nous avoir rendu visite à la quotidienne de School TV. Amal, merci aussi. Léo là-haut, livre très émouvant de Mélodie Kedadouche, illustré par Adam Rosier sur ce petit Léo qui n'aime pas l'école mais qui rencontre Panthère le chat sauvage. C'est un portrait extrêmement atypique. Atypique, bah oui, atypique, pourquoi pas ? C'est moi qui fais des lapsus maintenant. Un portrait très sensible d'un enfant atypique signé Mélodie Kedadouche. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec à la préparation de l'émission. Au son, Saïd Mamoun, à la réalisation, Lauriane Bouet. Vous restez évidemment sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.